Radio. Les vraies voix sur Sud Radio en édition spéciale suite à l'intervention, l'allocution du président de la République Emmanuel Macron qui a fait plusieurs annonces. On va y revenir. Une intervention qui a duré 27 minutes, qui a démarré évidemment par un point sur la crise sanitaire, la crise du Covid. Tout d'abord, Emmanuel Macron a lancé cet appel aux 6 millions de Français qui ne sont toujours pas vaccinés. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, a-t-il martelé par 2 fois. Et puis, il a donc annoncé une justification du pass sanitaire grâce à une 3e dose de rappel. Voilà le rappel du vaccin contre le Covid pour les plus de 65 ans. La date, c'est le 15 décembre. Au 15 décembre, il faudra donc justifier d'une dose de rappel pour que votre pass sanitaire reste valide. Évidemment, pour l'instant, c'est pour les plus de 65 ans, mais on imagine que, après la prochaine étape, ce sera les 50-64 ans, les 40-50 ans. Le chef de l'État, évidemment, qui a appelé les Français à respecter à nouveau les gestes barrières et qui a mis en garde à cette 5e vague qui a commencé en Europe, en France. Le taux d'incidence qui a augmenté dans certaines régions, de même pour le taux d'hospitalisation. Puis on va y revenir, évidemment. Le chef de l'État qui a annoncé, par ailleurs, 19 milliards d'investissements pour rénover certains EHPAD, certains établissements hospitaliers. Jamais nous n'avons investi autant dans la santé. Il reste beaucoup à faire. On a l'impression que le chef de l'État, évidemment, a fait un bilan de cette dernière année, voire même de ce quinquennat, et puis a annoncé les réformes à venir, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Jean Dorido, docteur en psychologie, qui est avec nous. Tout d'abord, comment avez-vous trouvé le chef de l'État? Alors, sur la crise de Covid, tout d'abord la crise sanitaire et toutes les annonces qu'il a faites, et puis on reviendra évidemment sur cette deuxième partie. On sent que le chef de l'État est entré en campagne ce soir. Jean Dorido, sur la crise sanitaire déjà, sur cette dose de rappel, voilà, au 15 décembre, il faudra justifier d'un rappel pour que le pass sanitaire soit valide pour les plus de 65 ans. Oui, écoutez, je crois que, on peut saluer la cohérence du chef de l'État sur le sujet. Il a rappelé qu'il s'est toujours fié à la science, dans un souci de la protection de la population. Il a insisté sur la responsabilité individuelle et collective, et c'est un fait que Et alors, c'est intéressant, bien sûr, il parle de rappel, il ne parle pas de 3e dose à aucun moment. Oui. Il n'a parlé de 3e dose, il parle de rappel. Oui, parce que qui dit rappel dit peut-être potentiellement une 4e dose, une 5e dose. Voilà, exactement. C'est ce que certains savants commencent à envisager. Et donc, il insiste bien, c'est un rappel. Et c'est vrai que ça laisse quand même plus d'1 mois pour les personnes de plus de 65 ans pour se préparer, pour faire ce rappel. Et puis, effectivement, il a rappelé aussi le lancement d'une campagne de rappel pour les 50-64 ans aussi en décembre. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il est vraiment très, très cohérent. Par ailleurs, vous l'avez très bien dit, Philippe, on a le sentiment que c'est aussi l'allocution d'un futur candidat à ces réélections, puisqu'il a eu toute une partie, la 2e partie de son allocution, qui concerne toutes les réformes qu'il continue de mettre en place, avec quand même, sans faire de politique pur jus, des appels du pied à la droite. Il y a eu hier le premier débat entre les candidats LR, et là c'est vrai que tout ce qu'il annonce sur la réforme de l'assurance chômage, sur la relance des réacteurs nucléaires, je ne serais pas étonné que les spécialistes de l'analyse politique expliquent que c'est quand même des gros appels du pied à l'électorat de droite. On va en parler dans un instant avec le politologue Bruno Cotresse qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Juste avant, j'aimerais qu'on accueille Michel Sciarra qui est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Docteur Sciarra, bonsoir, médecin istre, médecin généraliste, membre du conseil d'administration de la Fédération des médecins de France. Déjà, comment avez-vous trouvé le chef de l'État, évidemment, sur la crise sanitaire, et que pensez-vous donc de ce rappel, il n'a pas parlé de 3e dose, mais de ce rappel obligatoire pour les plus de 65 ans, puisqu'ils devront, avec ce rappel, justifier que la validité du pass sanitaire? Comment je l'ai trouvé d'abord? Moi, personnellement, je trouve qu'il est égal à lui-même, c'est-à-dire beaucoup d'effets, beaucoup d'annonces. On voit qu'il prépare sa réélection tranquillement. Mais en fait, il nous met vraiment devant le fait accompli. Nous savions en tant que médecins qu'il fallait continuer à vacciner, bien entendu, parce que c'est vrai, les vaccinés vont beaucoup moins souvent à l'hôpital. En fait,
toutes ces mesures, et je l'ai déjà dit sur cette antenne, sont essentiellement liées au fait que nous ne pouvons pas hospitaliser autant qu'on le voudrait nos patients avec un Covid. Nous avons eu des fermetures de lits inégalées depuis le début du quinquennat. Et quand j'entends dire on va investir enfin dans la santé, ben je dirais il était temps. Il était temps. Jamais nous n'avons autant investi dans la santé, 19 milliards d'euros pour rénover les EHPAD, les établissements hospitaliers. Mais il faut vous dire, on a une décennie de matraquage de l'hôpital, une décennie de matraquage, voire 2 décennies de matraquage de la médecine libérale, et on s'étonne maintenant, ah ben oui, il faut mettre 17 milliards et c'est énorme. Mais il aurait fallu régulièrement rénover nos hôpitaux, ne pas mettre des lits comme nous avons fait au rebut, alors que je vois le chiffre hallucinant de différence en Allemagne, par exemple, où il y a énormément plus de lits de réa que chez nous. Je trouve que c'est complètement absurde de dire « Ah, ça y est, j'ai mis 17 milliards ». Oui, mais il fallait donner 5 milliards chaque année. Là, c'est une catastrophe qui se prépare, parce que si on ne vaccine pas tous ces gens-là, il est vrai que cette fameuse cinquième vague, qui n'est pas une cinquième vague, pour certains scientifiques, on estime que c'est la 4e vague qui continue, parce que c'est toujours le même variant, c'est toujours le même virus. Donc il y a une discussion aussi à avoir là-dessus sur le plan terminologique. Mais enfin, passons là-dessus. Moi, comment je l'ai trouvé ? Identique à lui-même, c'est-à-dire qu'on va être encore en train de colmater les brèches avec des rustines. Honnêtement, je ne sais pas comment on va faire pour vacciner 7 millions, parce que je les ai comptés, 7 millions de Français de plus de 65 ans. Ces 7 millions d'ici le 15 décembre, ça équivaut à vacciner 200 000 personnes par jour. Ça dépasse largement nos capacités, parce qu'on aura beau faire 7 millions de personnes, c'est une quantité énorme. Non, la logistique avait bien fonctionné en mai lorsqu'il a annoncé la création du pass sanitaire. Emmanuel Macron se souvient de tous ces rendez-vous sur Doctolib, souvenez-vous. Ça avait plutôt bien marché, non ? Il y a un énorme bémol. Je vous rappelle quand même la pénurie de soignants que nous avons en ce moment. Je ne parle pas des déserts médicaux qui galopent à une grande vitesse, c'est le dada favori ça, de nos syndicats. Mais en ce qui concerne ne serait-ce que les infirmières, le personnel soignant habituellement présent dans ces vaccinodromes, se fait de plus en plus rare, avec des difficultés pour remplir les plannings. Et là-dessus, vous greffez une bouffée de 7 millions de personnes à vacciner, j'allais dire en un mois ou presque. Ça me paraît complètement absurde et impossible à réaliser. On va voir, on est capable, on relève toujours les défis. Mais vous savez, remotiver des soignants qui ont été blackboulés, et il faut voir comment, sur le plan financier, quand on entend mollement qu'on a augmenté le personnel dans les EHPAD, mais il faut les entendre, les gens de la base. Ils disent, mais c'est une aumône, c'est incroyable de nous traiter comme ça. Donc je laisse le débat ouvert, parce que j'en ai beaucoup à dire. C'est une bonne décision. Il y a une exagération. Michel Chéraz, c'est une bonne décision, cette 3e dose, donc obligatoire pour pouvoir rendre valide le pass sanitaire à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans. Ça va paralyser un peu plus les gens, parce que s'ils n'ont plus de pass sanitaire, les fêtes de fin d'année vont être un peu tristes et compliquées. Je pense aux stations de ski, je pense aux restaurants, je pense à tout ça. Ça va être dramatique. On va y venir à cette fameuse 3e dose à tout le monde, à tous les Français. Oula, là c'est un autre débat. Déjà, on ne vaccine pas ou presque nos jeunes, c'est très compliqué. Si en plus il faut commencer à vacciner des gens en période active qui ont souvent souffert des vaccinations, parce que certains ont souffert, ils ne veulent plus entendre parler ne serait-ce que de la 2e dose, parce qu'ils ont souffert lors de la première, je passe et des meilleurs. Nous avons obligation à vacciner, mais on se heurte au fait que ce vaccin est assez mal supporté, à une mauvaise presse, parce qu'il y a des effets secondaires qui sont montés en exergue, à tort à mon idée, parce que ça touche peu de gens, mais quand même quand ça les touche, c'est grave. On a des cas graves. Et les gens ne supportent pas cette médiatisation et ont peur, une peur panique. Pour certains, c'est quoi la solution ? Mais ils ne se feront pas vacciner. Ça, la solution, c'est ce qu'il a annoncé, c'est les traitements, des traitements innovants contre le Covid.
On y travaille, a dit Emmanuel Macron ce soir. Mais ils sont hors de prix et on ne les appliquera pas couramment, tout au moins en médecine de ville. Ça va être encore des traitements immunosuppresseurs très compliqués à mettre en place, avec des coûts exorbitants. C'est encore Big Pharma qui va profiter du système. J'utilise les termes que l'on entend. Je pense qu'il y a quand même une question à se poser. Nous, on a traité des Covid en ville, on n'a pas eu trop de casse parce qu'on a mis les moyens. Mais beaucoup de patients, malheureusement, n'ont pas bénéficié de ces traitements parce qu'ils ont entendu les centres 15 qui disaient prenez du Doliprane, restez à la maison et surtout ne venez pas consulter des médecins pour ne pas les contaminer. C'est inouï. Un médecin ne pouvait plus soigner à un moment. Réfléchissons là-dessus. C'est aberrant. Et donc maintenant, ces nouveaux traitements, moi je répète, il ne faut pas en attendre une sécurité absolue. On ne les connaît pas bien. Et deuxièmement, ils sont horriblement coûteux. Donc moi je veux bien, mais ça m'étonnerait qu'on refasse une dépense exacerbée de ce produit qui est promis encore par le laboratoire Pfizer d'ailleurs. Ouais. Alors le chef de l'État évidemment, alors j'ai compté, le chef de l'État s'est exprimé 8-9 minutes sur la crise sanitaire, la crise du Covid, une quinzaine de minutes quand même et bien sûr l'ensemble des réformes engagées par le gouvernement. Alors il y en a beaucoup, il a reparlé évidemment de la réforme des retraites, de cette indispensable, je le cite, réforme de l'assurance chômage. Il a annoncé par exemple qu'au 1er décembre, un salarié devra travailler au moins 6 mois pour pouvoir être indemnisé et recevoir donc une indemnité chômage. Il a vanté évidemment le contrat engagement jeune et le fait que le taux de chômage des jeunes n'a jamais été aussi bas. On en a parlé avec vous, docteur Sierra. C'est 19 milliards d'investissements pour rénover les EHPAD, les établissements hospitaliers. Bruno Cotresse est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, vous êtes politologue, Bruno Cotresse, vous participez souvent aux Vraies Voix. Il est en campagne, le chef de l'État, ce soir. Il est entré officiellement en campagne ? Totalement. Totalement. Nous avons vu ce soir le premier discours de campagne d'Emmanuel Macron. On aura sans aucun doute l'occasion d'avoir beaucoup plus de détails sur le projet politique d'Emmanuel Macron pour un éventuel deuxième mandat. Mais on a eu ce soir le lancement très clair d'un candidat à la présidence de la République qui fait des éléments de bilan et aussi qui a déjà entamé la question de se projeter vers l'avant. Moi, j'ai trouvé qu'on trouvait effectivement, comme c'était rappelé Emmanuel Macron, au fond tel qu'en lui-même et tel que maintenant on le connaît assez bien, solide sur ses bases. Les 4 grandes facettes d'Emmanuel Macron, tout était présent ce soir. Emmanuel Macron, le protecteur, celui qui assume le quoi qu'il en coûte et qui au fond nous dit que, si on n'avait pas fait tout ça, beaucoup de Français auraient été durement, très durement et encore plus durement touchés par la crise de la Covid. On a eu Emmanuel Macron, le réformateur, c'est-à-dire qui maintient au fond le cœur nucléaire du macronisme depuis le départ. C'est cette idée selon laquelle si on ne réforme pas structurellement un certain nombre de mécanismes du modèle social français, ils sont à ce moment-là générateurs d'inégalités dont on ne peut pas sortir et donc il faut rebattre les cartes, d'où la réforme de la retraite qu'Emmanuel Macron n'a nullement abandonnée. S'il l'abandonnait comme président pour son premier mandat, il ne l'a pas abandonnée comme candidat pour la reproposer aux Français, peut-être amendée, différente, mais en tout cas pour la reproposer aux Français. Donc Emmanuel Macron, le réformateur, et puis on a vu Emmanuel Macron aussi l'innovateur. Il y a eu beaucoup de choses sur le fait que la science, que l'innovation avait permis des avancées majeures dans la crise Covid. Il a cité à plusieurs reprises cet objectif de France 2030 et on a eu à la fin Macron l'Européen, car évidemment ça ne pouvait pas se terminer sans une grosse référence à la souveraineté européenne. Vous savez, ce concept macroniste qui est une sorte d'oxymore, on prend 2 termes qui se contredisent, on les mélange ensemble. La souveraineté européenne pourrait expliquer aux Français qu'il n'y a qu'au niveau européen qu'on pourrait garantir ce à quoi les Français tiennent, un État protecteur, un État social. La crise du Covid, la crise sanitaire, Bruno Cotresse, a été un prétexte ce soir pour s'adresser aux Français ? Parce que finalement, cette 3e dose et ce rappel et cet appel à la vaccination, le Premier ministre Jean Castex aurait pu le faire, par exemple.
Oui, clairement. Alors c'est vrai qu'en même temps, ce sont des décisions qui s'imposent aux Français, qui sont des décisions que certains vivent comme attentatoires à leur liberté. Donc il est aussi normal que le chef de l'État s'exprime sur un sujet qui impacte directement non seulement la vie quotidienne des Français, mais pour certains même ce qu'ils conçoivent être leur liberté. Ceux qui refusent la vaccination, et notamment ceux qui refusent le pass sanitaire, considèrent qu'il y a là une question pour eux indiscutable de liberté. Donc il est bien normal quand même que sur un sujet aussi grave, le chef de l'État s'exprime. Mais c'est vrai qu'on a, je dirais pas peut-être que c'était un prétexte, parce que l'épidémie n'est pas derrière nous quand même. Donc c'est pas un prétexte. Mais c'est vrai que très rapidement, le chef de l'État a embrayé sur les conséquences qu'il tire de l'épidémie quant à le diagnostic qu'il avait posé sur la société française, la pertinence d'après lui de ce diagnostic et le fait qu'il va falloir un deuxième mandat à Emmanuel Macron pour aller au bout de la démarche. Jean Dorido, dans vos souvenirs, est-ce que déjà un président s'était adressé aux Français alors j'allais dire en prétextant la crise sanitaire, non, mais en utilisant la crise sanitaire pour bien annoncer les réformes, faire un inventaire de son quinquennat, c'est une première, non ? Ah ben oui, Dieu merci, c'est une première, parce que la pandémie que l'on connaît depuis plus de 20 mois maintenant, c'est vraiment exceptionnel. Toutefois, moi j'ai tendance à vous rejoindre, Philippe, dans votre analyse. C'est vrai qu'on est sur du 2 tiers, 1 tiers. 8-9 minutes consacrées à la crise sanitaire sur une allocution qui en a fait 27. Donc c'est vrai que ça fait vraiment, ça donne l'impression que c'était un peu un prétexte, effectivement. C'est même à espérer que la parole présidentielle aura suffisamment d'impact par rapport à cette dose de rappel pour les plus de 65 ans. J'ai hâte de voir les messages du gouvernement, justement, pour rappeler sur les ondes, à la radio, à la télévision, etc., à quel point il est important de faire ce rappel avant le 15 décembre, parce que là, c'est un fait qu'il a parlé de la crise. C'était, Dieu merci d'ailleurs, moins solennel que les autres fois, parce que quand même, on peut rappeler, sans faire de parti pris, que le pass sanitaire, c'est vraiment quelque chose dont s'inspirent nos voisins. Et les pays il l'a dit, Emmanuel Macron, c'est ce qui a permis de maîtriser l'épidémie. Oui. C'est un fait. Les pays qui l'ont supprimé trop tôt, le Danemark, la Hollande, sont morts de les doigts. Quant au Royaume-Uni, qui ne l'a jamais mis en place, la situation est très critique chez eux. Donc c'est un fait qu'on le sent beaucoup plus relax que lors des allocutions précédentes. Et c'est vrai qu'il a consacré les 2 tiers de son intervention à un bilan très politique. Il a parlé du PIB, il a parlé du pouvoir d'achat, il a parlé du nucléaire, de la réforme des retraites. C'est vrai que ça fait plus penser effectivement à une espèce de prétexte pour démarrer, faire une espèce de teasing sur sa future campagne, parce qu'il est quand même très probable qu'il se présente à une réélection. Oui. Restez avec nous, Bruno Cotresse et Michel Chiara. Je reviens vers vous dans quelques instants. 0826 300 300. Marianne qui nous appelle de l'Essonne. Bonsoir Marianne. Oui, bonsoir Sud Radio. Bonsoir à vous, ma chère Marianne. Alors, vous avez suivi en direct sur Sud Radio justement l'intervention d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ? Non, comme d'habitude, c'est tout du blabla. Il se sert de la pandémie là pour dire ah oui, vous voyez, moi je fais un vaccin pour vous protéger, c'est un pass sanitaire pour vous protéger, mais en fait il a fait ça parce qu'il a supprimé des lits d'hôpitaux. Donc il veut dire aux Français, vous voyez, moi je m'occupe de vous, je prends soin de vous, et en fait il ferait mieux, plutôt que de faire ça dont il ne pense pas un mot, il ferait mieux de s'occuper du terrorisme. Là, il n'en parle jamais. Par contre, il critique Zemmour en disant oui, c'est un négationniste. Alors, il en a parlé, ça, Marianne, du terrorisme. 36 attentats déjoués ces derniers mois. Oui, mais enfin... les derniers là, ils sont toujours pas déjoués. Donc il fait pas le maximum, c'est-à-dire expulser les gens qui sont pas français directement pour les retourner chez eux, et puis construire des places de prison, ça n'a pas été fait. Par contre, il parle de trucs qui sont pas primordiaux pour nous, hein. Ils sont pas prioritaires pour l'instant. Par exemple, la construction de réacteurs nucléaires. Vous pensez à ça, par exemple? Voilà. Ouais. Non, mais nous, le poisson, en fait,
il considère les Français comme des lobotomisés, et malheureusement, pour une certaine catégorie de gens, ça marche. Et je crains fort que s'il se représente en 2022, eh ben, il repasse. Alors là, on sera parti encore pour 5 ans de galère. Vous êtes vaccinée, Marianne ? Non. Non, bon. non, non. Parce donc que vous faites partie des 6 millions de vaccinés qu'il a essayé de convaincre ce soir. Vaccinez-vous. Oui. Non, je ne me vaccine pas parce que j'étais dans le médical. Moi, il y a des effets secondaires. On sait même pas ce que va provoquer ce vaccin à moyen et long terme. Mais bon, Macron s'en fout du moment qu'il dit, qu'il va pouvoir dire j'ai essayé de vous sauver alors qu'il sait. Alors attendez, parce qu'on a un médecin avec nous, docteur Michel Sciarra, médecin généraliste à Istres. On est d'accord, docteur, que ce ratio bénéfice-risque est plutôt positif. Oui, il est clair quand même, les statistiques le prouvent, et surtout on a des études maintenant sur des millions et des millions de gens qui sont vaccinés. Effectivement, quand ils développent un Covid, parce que le vaccin n'empêche pas d'attraper la maladie, eh ben, ça se passe très bien dans le sens qu'il y a beaucoup moins d'hospitalisation. Donc c'est vrai, il y a quand même de la casse parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas tel ou tel vaccin. On l'a avec d'autres vaccins d'ailleurs. Mais avec celui-là, c'est particulier. Quand vous avez des enfants, par exemple, qui ont été vaccinés à 15 ans et qui développent une myocardite ou une péricardite, c'est rare. Mais quand ça arrive, je vous assure que ça fiche un coup à toute la famille, voire au médecin. Ça m'est arrivé. Mais c'est vrai, c'est un cas. Mais tout le reste, franchement, il y a du bénéfice parce qu'il y a beaucoup moins de gens en milieu de soins intensifs, de réa. Et Dieu sait si c'est dramatique d'avoir des tuyaux partout pendant 3 semaines, un mois. Quand vous ressortez de là, vous êtes mal. Et vous mettez des mois à vous en remettre quand vous vous en remettez. Donc, il faut vacciner, ça c'est sûr. Mais malheureusement, avec tact et mesure. J'ai un bémol là aussi qui est grave, et je trouve que tout le monde le passe sous silence. C'est qu'on a remarqué dans des études de milliers de cas que les gens qui ont eu le Covid, il est absolument illusoire d'apporter un plus en les revaccinant 6 mois après. Ça n'apporte rien. On a l'étude magnifique du Cleveland Institute aux États-Unis à propos de 51 000 cas qui est dramatiquement évidente. Les gens qui ont eu le Covid ont beau avoir une dose de vaccin 6 mois après, ça n'apporte aucun bénéfice par rapport à ceux qui ne se font pas revacciner. Personne n'en a parlé. Et Dieu sait s'il y a un gisement pour économiser des vaccins. Et là, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'une personne qui a eu le Covid n'aurait pas besoin de cette fameuse dose de rappel ? Oui, alors on dit quand même, oui, mais attention, c'était le premier Covid, c'est pas le second, c'est pas. Mais quand même, moi j'ai énormément de cas où j'ai un exemple d'aujourd'hui. 8 personnes partent en vacances ensemble. Parmi eux, il y a des vaccinés, il y a des gens qui ont eu le Covid et des gens qui n'ont refusé le vaccin. Sur 8 personnes, il y a eu 5 personnes qui ont eu le Covid. Essentiellement 2 vaccinés, les 3 qui n'étaient pas vaccinés, et eux ça a été assez grave, il y en a un qui est mal. Et les 2 qui avaient eu le Covid ne l'ont pas eu. Donc c'est un cas, il y a 8 personnes seulement, on ne peut pas sortir une étude là-dessus. Mais elle corrobore strictement ce que je viens de dire à propos de 51 000 personnes suivies à Cleveland. Donc c'est par exemple un exemple comme quoi le vaccin est nécessaire, il diminue la maladie. Mais je trouve par exemple qu'on pourrait économiser les soignants à vacciner des gens inutilement, j'allais dire, pour ceux qui sont covidés, il faudrait peut-être attendre, dire on va d'abord vacciner, je vous le rappelle, 200 000 personnes par jour d'ici le 15 décembre. Alors, c'est illusoire. Jean Dorido, et juste après, je vais finir avec vous pour la conclusion, Bruno Cotresse. Jean Dorido, ça va être difficile de convaincre ces 6 millions de non-vaccinés. Regardez Marianne qui ne s'est pas faite vacciner et malgré l'appel d'Emmanuel Macron, ne compte pas se faire vacciner dans les prochaines semaines. Jean Dorido, c'est peine perdue. Oui, je crois que c'est peine perdue, effectivement. Ça, c'est vraiment la psychologie de la persuasion. Voilà, on sait bien que quand la personne ferme les écoutilles, derrière, voilà, vous ne pouvez pas la récupérer. Et d'ailleurs, le président ne s'est pas trompé. Il a lancé cet appel. Voilà, il ne pouvait pas ne pas le faire. Il a lancé cet appel aux 6 millions de Français non vaccinés. Toutefois, il n'a pas insisté parce qu'on le sait et on sait comment ça peut basculer ensuite dans des théories complotistes. Et donc, c'est vrai que
c'est embêtant, c'est même triste pour ces personnes, puisque ça a été rappelé, hélas, la majorité des personnes qui se retrouvent aujourd'hui en situation très très critique à cause du Covid sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Maintenant, oui, c'est vrai que là, il faut, et c'est pas franco-français, on voit ça dans tous les pays, même Israël qui a vacciné très très tôt massivement, c'est vrai qu'il y a une espèce de quantité incompressible de personnes qui, pour des raisons diverses et variées, sont arc-boutées par principe contre l'idée de se faire vacciner. De toute façon, on l'a vu depuis un certain temps, il y a quelque chose, un phénomène anti-vaccin qui existe depuis quelque temps en France. On a revu des enfants mourir de la rougeole, on n'avait pas vu ça pendant très longtemps, parce que voilà, on a une masse critique de personnes qui refusent le vaccin, avec des conséquences bien sûr parfois tragiques. Ouais. Donc oui, on les récupérera pas, ces personnes-là, c'est vrai. Bruno Cotresse, tout à l'heure Jean Dorido faisait un parallèle entre l'intervention du chef de l'État et le débat hier sur LCI, le débat entre les candidats LR, les candidats donc au Congrès qui se déroulera du 1er au 4 décembre. Est-ce que vous pensez que c'est calculé? On dit souvent que Emmanuel Macron, qui est le maître des horloges, c'est lui qui le dit, calcule tout. Est-ce que vous pensez, on va faire un petit peu de politique politicienne, est-ce que vous pensez qu'il a voulu couper court à cette dynamique lancée hier par les candidats de la droite? Alors, il n'est pas impossible qu'effectivement chacun des deux ait voulu couper court aux autres, parce que tout le monde supputait, dans les personnes qui suivent la politique de près, tout le monde était en train de dire qu'Emmanuel Macron allait faire une forte annonce sur la question du nucléaire. Et on voit qu'effectivement, hier, pratiquement tous les candidats à LR sont venus sur le thème du nucléaire, qui est un thème qui revient sur le devant, qui est un thème qui était un peu disparu des radars et qui revient sur le devant. Et hier, on avait effectivement un peu une compétition, directeur nouveau, 6, etc. Et puis Emmanuel Macron, ce soir, a clairement, lui aussi, s'est clairement positionné aussi sur ce terrain. Donc effectivement, on voit qu'on est dans un moment qui est très important. Il s'agit pour le chef d'État d'essayer de tuer dans l'œuf toute possibilité d'une dynamique qui viendrait trop lui mordre, on va dire, les talons. Et en particulier, on sait qu'Emmanuel Macron a ce souci quand même pas mal de ce qui va se passer à droite. Parce que pour le moment, en tout cas, si on peut croire les enquêtes d'opinion, on voit que c'est plutôt du côté droit que la concurrence peut venir à Emmanuel Macron, pour le moment que du côté gauche. Donc Emmanuel Macron surveille de très près ce qui se passe chez les Républicains. Il sait que le choix que font les Républicains le 4 décembre aura une très grande importance sur l'ensemble de la campagne. On verra où on en est avec Éric Zemmour une fois que les électeurs et sympathisants de droite auront enfin leur champion. Donc Emmanuel Macron, effectivement, va sans aucun doute ne pas lâcher la bride sur le régalien et sur des thèmes qui plaisent aux électeurs de centre-droit. Merci à vous Bruno Cotresse pour votre analyse. Bruno Cotresse qui était avec nous pour réagir aux annonces d'Emmanuel Macron. Merci à Michel Sciarra, médecin à Istres, membre du conseil d'administration de la Fédération des médecins de France. Merci à vous mon cher Jean Dorido, docteur en psychologie. Merci à Marianne qui a composé le 0826 300 300 pour participer à notre édition spéciale et réagir à l'intervention du chef de l'État. On va y revenir évidemment tout au long de cette journée. Demain, tout d'abord, à commencer par le grand matin avec Patrick Roger et Cécile du Minibus. Mais dans l'immédiat, ne bougez pas, restez avec nous. Vous allez retrouver les clés d'une vie. Jacques Pessis qui reçoit dans quelques instants Guy Dru. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.